Bonjour, je suis Dr Douha Ben Salah Kamoun. Je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir donné l'opportunité de participer et de discuter avec vous le thème classification et prévention du diabète. Donc, on va commencer par une petite vignette clinique. Donc, un monsieur qui est âgé de 43 ans, qui consulte pour une surcharge pondérale, qui a comme antécédents familiaux un diabète type 2 chez la mère, le père, et des antécédents familiaux d'obésité chez la mère et la sœur. Il n'a pas d'antécédents personnels et il est tabagique à 30 paquets années non sevrés. Donc, à l'examen, il a une surcharge pondérale avec un IMC à 27,5, un tour de taille à 108 cm, avec une tension artérielle correcte et le reste de l'examen clinique, donc, est sans particularité. Donc, vous demandez aux patients de faire un bilan biologique pour écarter l'éventualité de diabète, mais il vous répond pourquoi je suis en bonne santé, je suis asymptomatique, donc pourquoi dépister le diabète? En fait, donc, pour le convaincre, on va voir l'avis des sociétés savantes et notamment l'ADA, l'Association américaine de diabète. Donc, il est recommandé de dépister systématiquement le diabète chez les personnes qui sont asymptomatiques, qui ont une surcharge pondérale et qui ont un ou plus facteurs de risque de diabète, qui sont donc les antécédents familiaux de diabète, les antécédents personnels d'accidents cardiovasculaires, d'HTA, de dyslipidémie, la présence des ovaires polykystiques chez les femmes, la sédentarité et les stigmates d'insulinorésistance clinique, comme donc la présence d'un acanthosis nigricans ou bien d'une obésité morbide. Ceci donc est valable à tout âge. Par contre, pour les autres patients, donc on commence le dépistage à partir de l'âge de 45 ans. Donc, si on veut résumer, on va dépister systématiquement le dépistage. C'est tout adulte qui est asymptomatique, qui a une surcharge pondérale avec un ou plusieurs facteurs de risque de diabète. Deuxièmement, chez les patients qui ont un âge supérieur à 45 ans. Et troisièmement, pour les patients, bien sûr, qui sont symptomatiques. Et on sait tous que les symptômes d'une hyperglycémie sont principalement le syndrome polyuropolydipsique et l'asthénie. Donc, on voit bien que le dépistage chez notre patient est bien justifié. Et donc, comment dépister le diabète? Donc, l'Association américaine de diabète nous recommande de faire l'un de ces trois examens biologiques qui sont soit une glycémie veineuse à jeun, soit une glycémie 2 heures après une charge orale de 75 grammes de glucose, ou bien une hémoglobine glyquée. Et sur le plan pratique, on préfère toujours de commencer par une glycémie veineuse à jeun, car c'est l'examen, donc le plus facile à faire, le moins coûteux, et il nous donne beaucoup de renseignements. On a par contre besoin, donc, dans quelques conditions, de compléter par une HGPU ou par une HbA1c si la glycémie est entre 1 à 1,26 grammes par litre. Donc, pour l'HGPU, donc, c'est un examen un peu gênant pour les patients, mais il peut dépister plus que la glycémie à jeun les patients qui ont un prédiabète. Et pour l'HbA1c, donc, on ne préfère pas de commencer par une HbA1c seule, car donc, elle peut être faussée par certaines pathologies, notamment les hémoglobinopathies, donc les anémies hémolytiques, certains cancers, l'insuffisance rénale. Donc, on préfère de commencer par une glycémie veineuse à jeun après 8 heures de jeûne. Donc, le résultat de notre patient est une glycémie à jeun à 1,1 g par litre avec une HbA1c à 5,9%. Et donc, c'est le prédiabète. Donc, en voyant la classification donc, de la tolérance glycémique, donc un patient est en normoglycémie si sa glycémie à jeun est strictement inférieure à 1 g, sa glycémie 2 heures après 75 g de glucose est strictement inférieure à 1,4 g et son HbA1c est strictement inférieur à 5,7%. Donc, on retient le diagnostic de diabète. Si on a deux glycémies à jeun supérieures ou égales à 1,26 g, si on a une glycémie 2 heures après 75 g de glucose supérieure ou égale à 2 g, ou bien une HbA1c supérieure ou égale à 6,5, ou bien une glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 g avec des signes d'hyperglycémie. Donc, entre les deux, on trouve le stade de prédiabète et c'est le cas de notre patient avec une glycémie à jeun entre 1 à 25 g et une HbA1c entre 5,7 et 6,4%. Donc, le patient vous pose plusieurs questions.
C'est quoi le prédiabète? Est-ce qu'il y a un risque d'évolution vers un diabète? Est-ce que je peux prévenir l'apparition de diabète? Donc, on commence par les définitions du prédiabète. En fait, c'est une élévation de la glycémie ou bien une intolérance au glucose avec des valeurs glycémiques qui sont élevées, mais qui restent toujours au-dessous du seuil du diagnostic de diabète. Et donc, cette entité englobe d'autres entités qui sont donc soit l'hyperglycémie modérée à jeun, soit l'intolérance au glucose. Donc, l'hyperglycémie modérée à jeun, c'est uniquement la glycémie à jeun qui est un peu élevée, mais la glycémie 2 heures après 75 grammes de glucose est normale. Et pour l'intolérance au glucose, on a une glycémie 2 heures après 75 grammes de glucose qui est élevée, mais qui reste toujours inférieure à 2 grammes. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'évolution vers un diabète? La réponse est oui. Donc, après 5 ans, à peu près une personne sur 2 risque de développer un diabète. Et c'est pour cela, tout patient qui a un prédiabète, donc on doit le dépister de façon annuelle. Par contre, si on trouve une tolérance glycémique initiale normale, on va espacer un tout petit peu donc le dépistage, on va le faire tous les 3 ans. Donc, en voyant un tout petit peu donc la physiopathologie du diabète type 2, on voit bien que le diabète type 2 est précédé par une phase de prédiabète. Donc, la physiopathologie est basée sur la présence d'une insulinorésistance, donc qui va augmenter progressivement. Et donc, l'insulinosécrétion va suivre l'insulinorésistance jusqu'à donc avoir un épuisement des cellules bêta-pancréatiques et donc une baisse de l'insulinosécrétion. Donc, à la phase de prédiabète, on aura une légère augmentation de la glycémie à jeun avec ou sans une élévation de la glycémie postprandiale, mais qui reste toujours au-dessous du seuil du diabète. Donc, troisièmement, est-ce qu'on peut prévenir l'apparition du diabète? Oui, la prévention, donc la stratégie de prévention est basée surtout sur un bon dépistage. Et le dépistage va nous servir à bien identifier donc les populations à risque et donc les personnes qui ont un haut risque de développer un diabète type 2, y compris les personnes qui ont un prédiabète, doivent suivre donc un protocole de surveillance et de prise en charge particulière. Et donc, en revoyant les facteurs de risque de diabète type 2, on voit bien qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, donc on ne peut pas les modifier comme les antécédents familiaux, la prédisposition génétique, l'âge. Par contre, on trouve des facteurs de risque qu'on peut les modifier, comme donc la sédentarité, l'obésité ou bien le stade de prédiabète. Donc, selon l'Association américaine de diabète, donc la prévention du diabète repose principalement sur les règles hygiéno-diététiques et il a été démontré que le suivi donc des changements des règles hygiéno-diététiques peut réduire l'incidence de diabète de 50% dans les 3 ans. Donc, si on dit règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire alimentation équilibrée, perte de poids, activité physique, avec donc un changement qui est durable dans le temps. Et on va voir après donc l'intérêt du traitement médical dans la prévention du diabète. Donc, on commence par l'alimentation équilibrée et on définit une alimentation équilibrée par la consommation de tout type de produits, donc de tout type d'aliments dans chaque repas. Et on commence par une baisse de 500 à 1000 kilocalories par jour pour les patients qui ont un surpoids ou une obésité. Et on va insister surtout sur la baisse des apports en lipides, car donc le facteur de risque alimentaire qui est bien connu, c'est une alimentation qui est riche en graisses animales néfastes, donc surtout les acides gras trans et les acides gras saturés. Donc on les trouve surtout dans les charcuteries ou les viennoiseries. Donc on va favoriser surtout donc les graisses végétales qui sont protectrices, comme les graisses au niveau de l'huile d'olive ou bien l'oméga 3 qu'on le trouve dans les noix, le poisson, les œufs. Donc, pour les glucides, on va favoriser les glucides à faible charge et index glycémique et éliminer les sucres rapides. Pour les protéines, on va favoriser les protéines végétales et il ne faut pas oublier des apports très importants en fibres, à peu près 30 grammes par jour. On les trouve donc dans les fruits et les légumes. Donc, on termine par la définition d'une assiette équilibrée. Donc, une assiette équilibrée contient la moitié donc composée de légumes, le 1/4 par des féculents et le 1/4 par des protéines.
Donc, en résumé, il faut privilégier le régime méditerranéen. Donc, ce type de régime est connu par l'effet protecteur contre le diabète et le syndrome métabolique. Il est basé surtout sur une forte consommation de légumes, fruits, céréales, poissons, une consommation faible à modérée en produits laitiers avec une consommation faible en sucre rapide et viande. Et ce type de régime va améliorer l'insulinosensibilité, même donc sans perte de poids. Il faut aussi donc garder les 3 repas, ne pas sauter de repas, éviter le grignotage et prendre le temps à manger assis à table. On conseille aussi l'arrêt de tabac car il a été démontré qu'il existe une association significative entre tabac et risque de diabète type 2 et ce risque persiste même donc durant les années qui suivent immédiatement le sévrage. Donc on passe à la réduction pondérale. Donc l'ADA recommande une baisse de 7% par rapport au poids initial avec un rythme de 0,5 à 1 kg par semaine. Donc, concernant l'activité physique, il est recommandé de faire une activité physique d'intensité modérée comme la marche rapide et cela donc avec un rythme de 150 minutes par semaine, c'est à peu près donc 30 minutes par jour, 5 jours sur 7. Donc, on va voir l'intérêt du traitement médical. Est-ce qu'il a un intérêt dans la prévention du diabète? Oui, uniquement au stade de prédiabète et c'est la metformine qui est recommandée. Donc, on recommande de traiter par metformine les patients qui ont un prédiabète, qui ont une obésité avec un IMC supérieur ou égal à 35, un âge inférieur à 60 ans, ou bien des antécédents de diabète gestationnel. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, il revient après 1 an avec un bilan de contrôle puisque la surveillance est annuelle chez notre patient. Il est toujours asymptomatique, donc sa glycémie à jeun est à 1,4 g et son hémoglobine glyquée est à 6,6%. Et c'est donc le stade de diabète. Donc, sa glycémie à 1,26 et son hémoglobine glyquée est supérieure à 6,5. Donc, en fait, quel est le type de diabète chez notre patient? Donc, c'est le diabète type 2, puisqu'il est âgé de 43 ans, il est en surpoids, il a des antécédents familiaux de diabète type 2 et surtout, il est asymptomatique. Donc, si on voit la classification de diabète, donc on va se baser surtout sur l'éthiopathogénie et non plus sur le mode de traitement. Donc, il y a plusieurs types, le diabète type 1 ou ce qu'on appelle antérieurement le diabète insulinodépendant, le diabète type 2, le diabète gestationnel, le diabète monogénique et le diabète secondaire. Donc, le diabète type 2, c'est le type le plus fréquent. C'est une pathologie qui est hétérogène, il est non auto-humain, donc c'est la forme la plus fréquente, donc plus de 80% de l'ensemble de diabète, et il se caractérise par la fréquence des formes asymptomatiques, d'où l'intérêt de dépistage du diabète comme le cas de notre patient. Généralement, il se voit après l'âge de 40 ans chez les patients qui sont obèses, qui ont des antécédents familiaux de diabète et qui ont surtout d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'HTA, la dyslipidémie. Donc, pour le diabète type 1, c'est une pathologie auto-immune, elle représente 5 à 10% de l'ensemble de diabète. Donc, la physiopathologie se base surtout sur la formation par l'organisme d'auto-anticorps contre les cellules bêta-pancréatiques, donc, et ceux-ci, génétiques et environnementaux. Donc, ces anticorps vont détruire les cellules bêta et on aura donc une insulinopénie manifeste. Donc, le début, généralement, est brutal chez un patient jeune inférieur à 40 ans qui est maigre, sans hérédité familiale, donc associé généralement à une altération de l'état général avec un amaigrissement. Mais on peut trouver dans ce type l'association à d'autres maladies auto-immunes, comme par exemple le vitiligo, la maladie de thyroïdie. Donc ici, le risque de décompensation acidocétosique existe car on est en insulinopénie. Donc généralement, au diagnostic, la glycémie est très élevée, supérieure à 3 grammes, avec une glucosurie qui est positive et l'acétonurie qui peut être aussi positive. Donc l'insulinémie dans ce cas est basse. Donc, ça nous témoigne d'une baisse de la sécrétion d'insuline par le pancréas ou bien donc pas de sécrétion d'insuline par le pancréas.
le diagnostic par la présence d'auto-anticorps contre les cellules bêta, notamment les anticorps anti-GAD. Troisième type, c'est le diabète gestationnel qui se définit par un trouble de la tolérance glucidique qui est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quel que soit le terme. Donc, qui et quand dépister? Donc, le dépistage est systématique chez toutes les femmes enceintes entre 24 et 28 semaines. Par contre, on peut faire le dépistage à la première consultation si la patiente a une surcharge ou plusieurs facteurs de risque de diabète qu'on a vu tout à l'heure, comme les antécédents familiaux, les antécédents de diabète gestationnel, de macrotomie, de syndrome des ovaires. Donc, on fait le dépistage par une AGPU 75. On va faire 3 valeurs, T0, T1 heure, T2 heures, et une seule valeur pathologique confirme le diagnostic. Donc, si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 0,92, glycémie 1 heure supérieure ou égale à 1,8 g par litre, ou bien une glycémie à 2 heures supérieure ou égale à 1,53 g par litre. Donc, quatrième type, c'est le diabète monogénique. Donc, ce sont des diabètes qui sont génétiques, avec un déficit génétique de l'insulinosécrétion. Donc, le premier type, c'est le MODY. Donc, il va mimer le diabète type 2. Il 2 à 5% des diabètes type 2. Donc, il survient avant l'âge de 40 ans. Il est non auto-humain, non insulinodépendant au début. Et sa caractéristique, c'est qu'il a une transmission autosomique dominante. Donc, on aura à peu près une atteinte de 3 générations de suite, pas de saut de génération, et chaque génération, donc une atteinte de plus de 50% de chaque génération. Le deuxième type de diabète monogénique, c'est le diabète mitochondrial. Donc, c'est une atteinte des mitochondries qui va donner de l'insulinosécrétion. Il est rare. Donc, sa transmission est exclusivement maternelle. On n'a pas d'insulinorésistance, mais il se caractérise par l'association de manifestations neurosensorielles comme la surdité ou bien donc la rétinite ou l'atteinte musculaire. Donc, le diabète peut être aussi secondaire, c'est le cinquième type. Par exemple, par une atteinte du pancréas endocrine, donc suite à une pancréatectomie, donc on va enlever la source de la sécrétion d'insuline et ce risque existe même après pancréatectomie partielle. Ou bien suite à une pancréatite chronique par l'inflammation du pancréas, bien suite à un cancer du pancréas. Donc, le terrain, donc c'est un patient qui est âgé de plus de 50 ans, mais qui n'a pas de surcharge pondérale, n'a pas d'antécédents familiaux de diabète avec altération de l'état général. Aussi, les maladies infiltratives du pancréas, donc comme l'hémochromatose par exemple. Donc, le diabète peut être secondaire à une endocrinopathie, donc principalement le syndrome de Cushing et l'hyperthyroïdie. Ou bien donc le diabète iatrogène, donc principalement suite à la prise de corticoïdes qui sont des traitements hyperglycémiens. Donc en conclusion, actuellement on classe le diabète selon une classification fondée sur l'origine du diabète. Donc il faut savoir que la présentation clinique est très variable de diabète. Donc le diabète type 2 peut rester asymptomatique pendant des années, d'où l'intérêt d'un bon dépistage et une prévention pour donc retarder ou prévenir l'apparition du diabète type 2. Et merci pour votre attention.